Merci beaucoup. Bonjour à toutes celles et à tous ceux que je n'ai pas eu le plaisir de saluer. Effectivement, il m'a été demandé de traiter d'un sujet intéressant, qui est celui de la collectivité publique, pas forcément territoriale d'ailleurs, c'est pas tout à fait la même chose, de la collectivité ou même de l'établissement public, allons-y, qui sont dans la position de partie bailleresse à un bail rural. Alors, comme il a été très justement dit avant moi, il peut paraître a priori contre nature juridique qu'une collectivité publique soit propriétaire de terres agricoles ou viticoles, et qui plus est, bailleresse de celle-ci dans le cadre d'un bail rural de droit privé. Mais cette situation est en réalité relativement fréquente pour le praticien. D'une part, force est de constater que par le passé, apparemment, nombreux furent les legs et donations de terres ou de vignes consenties à des communes, à des départements ou à des établissements publics tels des hôpitaux. Avec ces quelques 60 hectares de vignobles prestigieux, les Hospices de Beaune sont la collectivité bailleresse la plus emblématique de cette situation. D'autre part, et surtout, puisqu'on est quand même là pour faire du droit, la loi elle-même, en l'occurrence l'article 415-11 du Code rural, soumet expressément au statut du fermage les baux consentis par les personnes publiques et portant, je cite, sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète. Cette soumission au statut des baux ruraux des collectivités publiques reflète en réalité cette règle plus générale selon laquelle la location des immeubles dépendant du domaine privé des collectivités publiques, entendez par là des immeubles non affectés au public, pour faire simple, relève, de par la loi, du droit privé. C'est ce qui ressort de l'article L. 2222-5 du Code général des collectivités territoriales. Or, les immeubles agricoles qui nous réunissent tous dans cette salle dépendent incontestablement du domaine privé de la collectivité propriétaire, à moins, nous dit la Cour de cassation, que ces immeubles ne soient expressément intégrés à la réserve foncière d'une commune. C'est ce qui ressort d'un arrêt de 2007. Je serai laconique dans mes citations, puisque tout sera indiqué en bas de page dans ce qui vous sera communiqué. Et inversement, nous dit le Conseil d'État, puisque les baux des collectivités publiques ont ce charme d'être à cheval sur les deux ordres de juridiction, selon qu'on s'intéresse au processus de conclusion ou à l'exécution du bail. Inversement, nous dit le Conseil d'État, s'il advient qu'un immeuble rural est intégré au domaine public d'une collectivité publique, eh bien, le bail rural dont cet immeuble est éventuellement greffé, va automatiquement prendre fin de plein droit, sans qu'il soit nécessaire à la collectivité nouvellement propriétaire de délivrer un congé ou d'introduire une instance en résiliation. Le simple bascule de l'immeuble agricole dans le domaine public, en tant qu'il se prépare à être affecté à l'intérêt général, lui le dépouille du bail rural qui le grevait éventuellement. C'est assez violent. Et sans indemnité pour le locataire, nous dit le Conseil d'État, tant qu'à faire. Alors cette normalité des baux ruraux consentis par les collectivités publiques rencontre néanmoins, de par la loi, quelques exceptions qui ont, si on essaye de dégager un fil rouge, qui vise à tenir compte de la qualité particulière de la partie bailleresse et de l'intérêt général qu'elle est censée poursuivre. Mais à côté de ce régime partiellement dérogatoire, dans les faits, et là c'est peut-être davantage le praticien qui parle, les collectivités bailleresses peuvent adopter vis-à-vis de leurs locataires des attitudes qui ne sont pas celles de bailleurs privés. D'où la partition que je vous propose. Dans un premier temps, je vais vous parler
j'ai intitulé ma partie un régime partiellement dérogatoire, et ma deuxième partie, qui va être plus iconoclaste, est intitulée un comportement partiellement déviant. Alors, un régime partiellement dérogatoire. Les quelques rares, il faut le dire, dérogations au statut ordinaire du fermage se concentrent sur la conclusion et l'achèvement du bail. Sur la conclusion. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les dérogations conçues par le législateur à l'égard des collectivités bailleresses ne leur sont pas nécessairement favorables. Il en est ainsi particulièrement des règles de conclusion du bail rural qui se dégagent de l'article L411-15 du Code rural. Un petit truc de mémoire. Les deux textes du statut du fermage qui concernent les collectivités publiques, c'est l'article L411-15 et l'article L415-11. Avec ça, vous épatez un parterre d'étudiants. Fin de la parenthèse. Les magiciens ne vont pas dévoiler tous leurs trucs. Alors, ces règles de conclusion, quelles sont-elles? Les collectivités bailleresses ne sont en effet pas tout à fait libres de choisir leurs locataires. Elles sont obligées de se plier à la hiérarchie suivante. Priorité doit être donnée aux candidats locataires réalisant un projet d'installation et qui plus est en bénéficiant d'une dotation jeune agriculteur. Puis, à défaut, priorité doit être donnée aux exploitants de la commune. Formule un peu filandreuse d'ailleurs. Est-ce que ce sont les exploitants dont le siège d'exploitation est sur le territoire de la commune, ou des exploitants qui habitent la commune mais qui pourraient avoir une exploitation ailleurs, ou enfin des exploitants qui sont ailleurs mais qui exploitent des terres sur le territoire de la commune? Bon, bref, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité agricole au sens du contrôle des structures. Et ce n'est qu'à défaut de candidats issus d'une de ces deux catégories que la collectivité retrouve le libre choix de son concontractant. Alors cette hiérarchie est impérative. Le Conseil d'État en a d'ailleurs déduit que doit être annulée la délibération d'une commune portant conclusion d'un bail au profit d'un candidat libre, je l'appelle comme ça, mais sans tenir compte d'une candidature concurrente prioritaire. Je fais part, puisqu'on est dans les règles de conclusion du bail, d'une précision récente et qui me semble pas sans intérêt, apportée par la Cour de cassation sur le processus de conclusion du bail par une collectivité territoriale. Soit un conseil municipal décidant de consentir un bail rural à un exploitant. Regrettant manifestement ce bail après l'installation de l'exploitant et après quelques années d'exécution, et non d'ailleurs sans une certaine déloyauté, mais je réserve ce que je pense des collectivités bailleresses à la seconde partie, cette même commune d'agir en annulation du bail qu'elle a pourtant conclu au motif de l'imprécision de sa propre délibération. En l'occurrence, elle faisait valoir que sa délibération conclusive, ou plus sagement introductive, ne portait pas de mention de la durée du bail, ni du montant du fermage. La délibération se contentait en effet de dire que l'exploitant paierait une redevance. La Cour de cassation a rejeté cette demande d'annulation en retenant qu'il suffisait, pour caractériser l'existence du bail, de constater l'existence d'un accord des parties au bail sur une mise à disposition à titre onéreux de tels immeubles en vue d'une exploitation agricole, étant précisé que dans les faits, l'exploitant s'était mis à payer une redevance que la collectivité a imprudemment acceptée. Alors cette décision est intéressante d'après des commentateurs plus autorisés que moi en droit administratif, en tant qu'elle déroge un peu aux exigences qui sont requises de délibération destinées à sceller un contrat. J'y vois aussi, comme praticien, plus égoïstement aussi, cet intérêt d'enrichir, que cette
enfin, pour moi, cette décision enrichit indirectement le régime de la promesse de bail qui est tristement ignoré par le statut du fermage. Et pourtant, des promesses de baux, on en rédige et on ne sait jamais jusqu'à quel degré de précision il faut aller dans la promesse, notamment. Alors la Cour de cassation dit qu'il faut quand même que les parcelles soient désignées, très bien, ou susceptibles d'être identifiées, mais le reste, on ne sait pas. Là, à suivre par analogie la décision de la Cour de cassation, il n'y aurait peut-être même pas besoin de mettre le montant d'un loyer, ni même la durée. Après la conclusion, allons tout de suite à l'achèvement du bail. Je suis toujours dans quelques dispositions législatives dérogatoires. Le législateur a pris soin de ménager aux collectivités bailleresses le moyen de mettre fin au bail rural plus aisément que leurs homologues privés, considérant qu'elles sont censées poursuivre l'intérêt général auquel le bail ne doit pas faire obstacle. Dans cette logique, l'article L415-11 du Code rural ouvre 2 voies d'achèvement dérogatoire aux collectivités bailleresses. En premier lieu, le bailleur public peut délivrer au locataire un congé, 18 mois, au moins 18 mois avant le terme, rien de dérogatoire à cela, congé visant à empêcher le renouvellement du bail si ce bailleur public entend utiliser les biens loués une fois repris à une fin d'intérêt général. Pour prendre un exemple tout simple, c'est la pâture qui serait susceptible de se faire terrain de foot. La Cour de cassation a précisé à ce propos que le bailleur public ne pouvait user d'un tel congé dérogatoire, tel que le texte est rédigé, en faisant valoir qu'après la reprise, il comptait vendre le bien loué, plus cher évidemment, comme libre, il ne faut pas s'oublier, et utiliser le prix de vente pour financer une action d'intérêt général. Et là, la Cour de cassation a dit non, non, le texte exige que l'intérêt général soit observable dans l'utilisation du bien lui-même et non pas dans l'utilisation de l'argent que la vente du bien pourrait procurer à la collectivité bailleresse. En l'occurrence, cet arrêt est intervenu au détriment de l'hôpital de Nuits-Saint-Georges qui entendait reprendre une vigne louée pour financer, in fine, un appareillage médical coûteux. Toujours à propos de ce congé, la Cour de cassation a retenu que le pouvoir, et ça n'allait pas de soi, le pouvoir donné par un conseil municipal au maire de conclure un tel bail à telle condition, vous savez, il doit d'abord y avoir la délibération, et ensuite, concrètement, c'est l'autorité territoriale, le maire dans une commune qui ratifie les actes qui reflètent les termes de la délibération. Donc, la Cour de cassation a retenu que le pouvoir donné par le conseil municipal dans sa délibération au maire de signer les actes nécessaires à la conclusion du bail emportait également, implicitement mais nécessairement, celui de délivrer ultérieurement congé au locataire. Bon, il faut avouer que tout à l'heure, précédemment, nous avons vu que la Cour de cassation n'était pas très exigeante sur les précisions de la délibération, mais symétriquement, on voit bien qu'elle a fait preuve d'une certaine indulgence. C'est pas tous les jours qu'un mandat de conclure un contrat doit être interprété comme un mandat d'y mettre fin, implicitement. Ça, c'était le congé, ce qu'on appelle le congé à des fins d'intérêt général. En second lieu, et plus radicalement, ce même article L415-11 du Code rural permet à la collectivité bailleresse de résilier le bail, on ne parle plus de non-renouvellement, on parle de résiliation, de résilier le bail si le bien loué est nécessaire à un projet d'utilité publique. Typiquement, aménagement d'une autoroute, construction d'une centrale nucléaire. Là, la barre est quand même haute. Les projets d'utilité publique supposent une enquête publique. Enfin, il y a une réglementation ad hoc qui s'applique, alors que le projet visant à satisfaire l'intérêt général est, lui,
peut-être un petit peu moins circonscrit. Petite consolation pour le locataire victime de cette résiliation pour des raisons d'utilité publique, eh bien, la loi prévoit que le locataire doit être indemnisé par son bailleur du préjudice subi à raison de la rupture prématurée de son bail, et ce n'est que justice. Voici donc dans ces premiers développements, j'ai résumé, puisque le temps qui m'est imparti est bref, les quelques spécificités législatives ménagées aux collectivités bailleresses. Je souhaitais, dans une seconde partie qui n'engage que moi, d'évoquer les comportements parfois déviants que ces collectivités bailleresses peuvent adopter vis-à-vis de leurs locataires. Alors, on entre dans une zone grise, hein, âme juridique sensible, s'abstenir. En effet, au-delà ou à côté des textes, je voulais vous faire part de ce que certains bailleurs publics, sans doute forts d'un sentiment de supériorité pas très bien placé, pouvaient parfois prendre des libertés avec le statut du fermage, ou même parfois, tout simplement, avec les bonnes manières contractuelles. Je voulais vous livrer quelques morceaux choisis de ces comportements déviants tirés de la jurisprudence ou de l'expérience personnelle de votre intervenant. J'en ai recensé 4, mais je pense que la liste pourrait être plus longue que cela. L'article L411-15 du Code rural, toujours lui, ouvre aux collectivités bailleresses la possibilité de conclure un bail par voie d'adjudication. Très bien. Je ne pense pas d'ailleurs qu'un bailleur privé, qu'un propriétaire privé puisse ne puisse pas non plus utiliser cette voie. Peu importe. Manifestement, en tout cas si l'on en croit les registres de jurisprudence, certaines de ces collectivités ont abusé de cette ouverture, croyant qu'organiser des ventes d'herbes à durée annuelle par voie d'adjudication allait les immuniser à coup sûr du statut du fermage. Mais le juge du bail a su leur rappeler, au terme de quelques arrêts bien sentis, que si ces ventes d'herbes étaient adjugées à au moins 2 reprises à un même adjudicataire, le statut du fermage devait s'appliquer en vertu de l'article L411-1 du Code rural. Autre illustration de mon sentiment envers les collectivités bailleresses, les bailleurs publics souffrent parfois difficilement de ne pas pouvoir faire du bien loué ce que leur semble, sans s'embarrasser des droits légitimes du locataire. En témoigne cet arrêt quand même assez marquant, relatant les faits et gestes d'une commune bailleresse de pâture qui avait, en cours de bail, occupé de force et sans l'accord du locataire, une partie du bien loué pour, dans un premier temps, détruire le bâtiment d'exploitation qui s'y trouvait et, dans un second temps, construire un bâtiment public dont elle avait besoin. Il n'y a pas eu de congé, il n'y a pas eu de résiliation. Pourtant, on ne peut pas dire que les collectivités ne soient pas équipées en matière d'achèvement du bail. Troisième illustration. On observe en pratique que les collectivités bailleresses sont parfois rétives à consentir à la cession de bail sollicité légitimement par le locataire et de la même manière, tout autant, tenter de s'opposer, presque par principe, à la demande de cession de bail lorsque ce locataire qui s'est heurté à un refus amiable la requiert en justice. C'est comme si, quand j'entends leur discours, puisqu'il se trouve que j'ai un certain nombre de contentieux de cette farine-là, c'est comme si les collectivités entendaient garder la main sur l'identité du locataire et ne pas permettre à une famille entière de profiter indéfiniment d'une faveur qu'elles ont bien voulu accorder un jour à l'un de leurs membres. Bref, une mentalité digne des meilleurs bailleurs particuliers. Pourtant, la cession de bail à un proche fait partie
j'allais dire, du statut du fermage. Et d'ailleurs, le juge, bien souvent, ne se laisse pas impressionner par la qualité publique du bailleur et il autorise la cession, bon gré mal gré, si les critères jurisprudentiels, qui sont devenus mutatis mutandis, ceux de la reprise d'ailleurs, depuis un arrêt d'il y a quelques années, sont satisfaits. Quatrième et dernier manquement que je souhaitais porter à votre connaissance, je suis un peu un lanceur d'alerte finalement cet après-midi, un peu dans le même registre que les refus systématiques de cession de bail, les communes des régions viticoles de prestige, il y en a beaucoup en France, c'est vrai, qui ont donné à bail des terres à vignes, supportent assez souvent mal qu'à l'issue du bail, les locataires arrachent, à la faveur de la renonciation à l'accession habituellement stipulée dans les baux de terre à vigne, les pieds de vigne qu'ils y ont plantés. Mauvaise joueuse, ces collectivités bailleresses n'hésitent pas à présenter au juge cet arrachage comme une sorte de spoliation de leur domaine privé, alors qu'il ne s'agit là que de l'application de la convention entre les parties. Je conclus. Ces trop brefs développements mettent en évidence qu'à côté des quelques règles dérogatoires, pas si nombreuses d'ailleurs, ménagées aux collectivités bailleresses, il n'est pas inintéressant de regarder la pratique et presque la mentalité de cette catégorie particulière de bailleurs. Il est remarquable de constater que le législateur a arbitré en 1945 en faveur des agriculteurs locataires et au détriment de la puissance publique, en soumettant d'autorité globalement les baux de ces collectivités au statut du fermage. Il n'est pas du tout certain que cette préférence agricole serait encore de mise si le statut devait être instauré aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.